Bonjour! Alors, bienvenue dans la super vidéo bilan de l'année 2024, qui va être une très longue vidéo. Donc, attelez-vous, apportez-vous un breuvage, mettez-vous en dessous de la doudou, je sais pas trop. On va avoir du plaisir ensemble, mais c'est juste vous dire que c'est assez significatif ce que j'ai à vous présenter. Donc, sans plus tarder, on va se lancer. Alors, tout d'abord, je vais faire un premier bilan plus en chiffres. Je fais moins ça habituellement, mais je me rends compte que dans les autres chaînes, j'aime ça regarder ça aussi un peu. Moi, je le présente plus comme un mode de constat parce que ça fait longtemps que je ne me mets plus la pression en tant que telle par rapport au nombre de livres lus, nombre de pages lues. Ça, pour moi, c'est plus accessoire. Oui, j'ai encore un défi sur Goodreads, mais maintenant, j'utilise plus de Storygraph comme application de suivi de lecture avec Babelio en parallèle parce que ce sont deux applications qui me fournissent en fait des données statistiques déjà pré-formatées. Et c'est un peu avec celle-là que je vais travailler. Donc, vous allez voir des petites captures d'écran qui vont apparaître. Bon, voilà. On va se lancer sans plus tarder avec ce que me fournit comme données de Storygraph qui me dit que, bon, là, j'ai une différence de livres, de livres lus en nombre entre de Storygraph et Babelio. Puis je pense que c'est pas grave, là. Je pense que c'est 200... Je pense que c'était 279 dans Babelio, puis 281 dans The Storygraph, mais c'est pas grave. Donc, si on se fie un peu à ça, je vais vous le mettre ici. On aurait 281 livres sur Storygraph qui ont été lus pour un total de 56 957 pages. Avant que tout le monde se fasse « Oh mon Dieu! » OK. Moi, je mets toutes les lectures. Je dis livres, mais en fait, j'aurais dire toutes mes lectures. Donc, la seule chose que je vais exclure, c'est évidemment les revues. Mais sinon, albums, bande dessinée, romans graphiques, livres audio que je transforme en nombre de pages. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas les statistiques sur quel format. Donc, livre audio, manga, roman, tout ça, ça va ensemble. Donc, c'est pour ça que, premièrement, mon objectif en tant que tel pour l'année, c'était 224, mais bon, c'était juste pour avoir un chiffre. Là. En 2025, sans surprise, ce sera 225. Hein? Il y a un petit lien ici avec les années. Je le mets aussi haut parce que je sais que j'ai envie de tout mettre dedans. J'ai pas envie de me commencer à me dire « Ah ouais, mais là, ça, c'est-tu vraiment une lecture? » ou bon. Pour moi, c'est une lecture. Donc, 281 lectures pour un total de l'équivalent de 56 957 pages. Donc, sur ces livres-là, ce qu'on peut voir, c'est que mes lectures sont assez réparties de façon relativement égale selon les mois. Il y a eu quelques petites différences. Je vais essayer de prendre le graphique de Babelio. Je vous dirais que, ouais, si on prend Babelio, c'est un petit peu plus clair, mais j'ai lu en moyenne, le moins de livres que j'ai lu dans l'année, c'est 18 par mois. Puis le plus, c'est 33 en décembre. Mais évidemment que les mois où j'en ai lu moins potentiellement, c'est parce que peut-être j'ai lu des plus gros livres, parce que peut-être que j'avais des lectures audio qui étaient plus longues. Les mois où j'en ai plus lu, j'ai souvent lu plus d'albums, plus de romans. Ce que je trouvais intéressant par contre sur le graphique qui était fourni par The Storygraph, je m'excuse, c'est toujours en anglais The Storygraph, mais c'est une application qui est native anglaise, donc c'est que j'ai remarqué qu'il y avait les moments où il y avait des baisses dans mes livres lus. C'est aussi des moments dans l'année où j'ai eu de la difficulté au niveau moral. Et quand je vous disais que quand je ne vais pas bien, j'ai tendance à lire des trucs qui sont relax, mais je ralentis aussi, je me rends compte sur la quantité de livres que je vais lire. Fait que je vois que mai-juin, ça a descendu pas mal. C'est une période qui était difficile pour moi. Pour ça, je tombe en vacances un petit peu, donc ça fait du bien, ça a remonté. Après ça, septembre, juste avant que je tombe en vacances, c'était pas super. Ça a descendu, ça a remonté juste après. Novembre, ça a été un mois pas super facile. Puis après ça, j'ai réorganisé mes choses et en décembre, ça a remonté. Donc, moi, c'est directement proportionnel. C'est en lien direct avec mon état de disponibilité mentale, mon état global. Comme je dis, pas que quand je vais pas bien, je lis pas, mais j'ai des choses différentes puis je lis à un rythme différent. Moi, ça, je trouve ça quand même drôle à explorer. Sinon, globalement, en termes de statistiques, je vous dirais que, bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, sans surprise, j'ai lu à peu près 90% de lectures qui sont de la fiction, puis 10% qui sont de la non-fiction, des essais. C'est quelque chose qui est déjà mieux qu'avant, mais c'est quelque chose que j'aimerais quand même améliorer un petit peu. Mais bon, ça, c'est quand même, ça me surprend pas. En même temps, ça vient juste souligner ce que j'avais déjà comme perception. Après ça, dans les livres, en taille de livre, je trouve ça vraiment drôle. On voit ici que je me spécialise. Donc, si on voit la petite partie ici là, de graphique, c'est que 3/4 de mes lectures sont de moins de 300 pages.
Bien sûr que c'est en phase avec le fait que j'inclus là-dedans les albums, les romans graphiques qui sont souvent en bas de 300 pages. Donc, ça veut dire que j'en lis quand même une bonne quantité. Mais ça veut aussi dire que je lis beaucoup de petites plaquettes. Je lis souvent des lectures qui ont des romans qui ont moins de 300 pages. J'aime bien, j'aime beaucoup les briques, mais j'aime lire des briques quand j'ai le temps de les lire d'un coup, pas trop morcelées, sinon j'ai l'impression que je perds un peu l'intérêt. Donc, c'est ce qui fait que potentiellement, je me concentre surtout sur des livres qui sont un format moyen, typique, plus commercial, là, moins de 300 pages. J'ai quand même 20% de mes lectures qui sont entre 300 et 500 pages, ce qui est quand même intéressant. J'ai l'impression que ces lectures-là, j'ai dû les faire en livre audio la majeure partie. Puis j'ai un tout petit pourcentage de lecture, 5%, qui est de 500 pages et plus. C'est sûr que j'ai quand même lu le premier tome de La Recherche sans perdu au début de l'année, donc ça a dû quand même être une petite base quand même à tout ça. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est tout à fait typique de moi. Ça ne me surprend pas non plus. Je suis contente de voir que j'ai au moins 20% de mes lectures qui varient entre 300 et 500 pages, parce que ça veut dire que j'ai eu assez de disponibilité dans mon esprit dans l'année pour me lancer dans des lectures que j'adore pourtant. Quand c'est des longues lectures, j'aime vraiment ça. Mais c'est juste que maintenant, avec la vie qui nous tire par la manche, je suis moins capable de tout le lire d'un coup. Donc pour moi, souvent, je vais prioriser un format plus court, mais c'est pas nécessairement parce que j'aime pas les formats plus longs. Sinon, ce que j'aime bien on va arriver dans deux particularités qui sont typiques de Storygraph. C'est une application de lecture qui nous permet de évaluer, entre guillemets, notre perception de certains aspects des livres. Donc, on va parler ici du rythme, de l'intrigue. On va parler des... il appelle ça mood, mais des émotions ressenties, disons, dans une sélection qui sont dégagées par le livre. On va parler des personnages. Est-ce que c'est des personnages qui sont aimables? Est-ce que c'est des personnages qui changent beaucoup? Est-ce qu'il y a une représentativité? Tout ça. Bon, là, on va focuser sur les deux statistiques qu'ils nous fournissent. C'est le rythme des livres que je lis le plus souvent, puis les atmosphères, disons, émotives que je recherche. Donc ça, je trouve ça très drôle. Alors, tout d'abord, le rythme, je me rends compte que la plupart des livres que j'ai lus, c'est des rythmes qui ont un rythme médium. Donc, presque 50% des livres que j'ai lus avaient un rythme moyen. J'ai 31% qui est un rythme élevé, mais c'est souvent lié au fait que j'ai lu des albums jeunesse pour les tout petits. Les albums jeunesse pour les tout petits, c'est toujours avec un rythme assez accéléré, ou alors des bandes dessinées jeunesse, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de temps, il faut que ça bouge. Et 21% quand même de livres dont le rythme, et je l'ai perçu comme étant lent, donc peut-être plus contemplatif, avec plus de réflexion. Et puis ça, c'est intéressant de voir que malgré le fait que ça bouge beaucoup dans ma vie, je me suis quand même permis d'avoir un peu de contemplatif. Jadis, c'était une lecture que j'approchais moins. Je recherchais plus vraiment le rythme médium, assez stimulant pour garder l'intérêt, mais pas trop bousculé. Là, je me permets de... En fait, je profite de certaines lectures qui ont un rythme un petit peu plus contemplatif, un rythme contemplatif. Donc, voilà, c'est ce dont témoignent ces données-là. Et enfin, ce que je trouvais vraiment comique, c'est les atmosphères émotives qui sont présentes en majorité. Mettons que je vais y aller avec, disons, les 5 qui sont le plus présentes dans mes lectures. Alors, les atmosphères émotives, la première, celle que, en fait, à égalité, c'est mystérieux et reflective, introspectif peut-être. Ouais. Donc, mystérieux et introspectif. Ensuite, les deux suivants qui sont aussi à peu près les trois suivants sont à peu près à pourcentage égal. Donc, on a les deux premiers qui sont un petit peu plus importantes. Puis les trois suivants sont à pourcentage égal. C'est emotional, donc avec beaucoup d'émotions qui sont présentes soit dans la trame à travers l'intériorité des personnages. Je pense que je parle plus de l'intériorité émotive des personnages. Sombre et adventurous. Donc, adventurous, pour moi, c'est tout ce qui bouge au niveau de l'action. Disons, un livre qui a beaucoup de péripéties, mais pas nécessairement juste vraiment dans le mode aventure fantastique. Donc, je trouve ça super drôle. C'est sûr que quand on va arriver avec les genres littéraires que je lis beaucoup, ça va être en lien avec ça. Mais voyez-vous, je trouve ça quand même intéressant comme interprétation des données qui sont recensées dans cette application-là. C'est intéressant de voir ce que ça nous donne comme portrait de la lectrice que je suis. Sinon, on va revenir aux statistiques de Babelio parce que je crois qu'elle est un petit peu plus clairement indiquée.
Ça vous indique les genres, bon là-dedans je trouve qu'il y a aussi des formats, là, mais en tout cas, les genres les plus lus. Ça c'est bien sûr selon ce que Babelio a déterminé qui était comme genre. Donc des fois il y a des petites variations, là. Il y a des livres qui sont considérés comme de la fiction à certaines places, d'autres des essais et tout ça, mais bon, globalement c'est ça. Alors sans surprise, puis vous pouvez voir, sur mon année 2024, j'ai quand même lu sur les 281, 101 livres qui sont considérés comme de la littérature jeunesse. Donc c'est autant des albums, des bandes dessinées jeunesse et des romans jeunesse qui représentent le plus gros pourcentage de mes lectures. Sinon, en termes de... mais en même temps, je sais pas si... Ouais. C'est sûr qu'ils peuvent se retrouver dans plus une catégorie. Si on regarde un petit peu, là, disons que les grandes facettes se déploient un peu plus vers le bas. Mais bon, 101 de littérature jeunesse, donc principalement littérature jeunesse. Ensuite, 57 romans policiers. Donc cette année, ça a été mon année roman policier. J'ai lu beaucoup de polars scandinaves, j'ai lu des cozy mystery, j'ai découvert beaucoup d'auteurs et d'autrices de policiers de différents types. Donc, ça se traduit dans mes statistiques ici. Et 48 bandes dessinées. Donc, je pense que là-dedans, ils mettent aussi les romans graphiques. Je ne sais pas si c'est inclus aussi les bandes dessinées jeunesse. C'est dur à dire. Après ça, eux, ce qu'ils appellent littérature française, ben, c'est évidemment la littérature européenne qui considère comme des romans. Donc, il n'y a pas un genre en particulier. 45. Donc, je pense quand même que c'est ce qui est pas mal les majeures parties de mes lectures. Donc, littérature jeunesse, ben, mettons englobant jeunesse, roman, album, bande dessinée, roman policier et fiction régulière, et puis bande dessinée. Sinon, j'ai quand même une bonne partie de ce que je disais qui était considéré comme humour et famille. Ensuite, littérature anglaise, parce que j'en ai lu beaucoup en langue originale. Et littérature pour adolescents, quand même 18. Amour, 17, ce qui est surprenant, parce que je ne lis pas vraiment de romans actuellement, mais c'est peut-être des livres qui avaient une étiquette amour. Et 16 pour la littérature scandinave, ce qui n'est pas surprenant non plus, parce qu'en 2023, j'avais commencé à lire plus de littérature scandinave, et j'ai juste poursuivi en fait des séries cette année, dont particulièrement Johnny Horst. Ce qui nous amène aussi aux auteurs les plus lus, qui sont en fait directement liés avec ce que je vous ai dit là. Donc, il y en a plein d'autres. Disons que les 8 premiers, c'est vraiment ceux qui avaient le plus grand nombre de livres lus. Puis après ça, ça tombe à 2 par personne. Donc, je vais y aller avec, disons, les 9 premiers. Donc, Jornir Horst, qui est un auteur de polar scandinave, un Norvégien, dans mon souvenir. Daniel Pénac, sans surprise, vous ne serez pas surpris. Faith Martin, Cozy Mystery. Lily Boisvert, j'ai lu Essai de sa part et un roman fantastique québécois. Agatha Christie, parce que je faisais déjà des relectures. Camilla Lackberg, polar nordique, donc suédois. Julia Chapman, Cozy Mystery. Pierre Giorgio Polixi, une de mes découvertes de l'année, donc un roman policier. Et Sophie Gagnon-Roberge, qui est aussi celle qui a le blog sophili.ca. Et j'ai lu ces deux publications de l'année et j'ai adoré ça, dont un roman d'ado sanglant, bien, bien, bien fait. Et la fameuse... son opuscule qui aborde le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité dans la collection unique chez Héritage. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Et enfin, roulement de tambour sur ma moyenne de ce que je... Voyons, quelle note je vais donner potentiellement à mes livres. Moi, je fonctionne avec des étoiles, je ne vais pas avec sur 20. En moyenne, j'ai donné 4,21 étoiles sur 5. Donc, et majoritairement, mes livres sont vraiment 4 étoiles, 4,5 et 5, avec un très petit nombre entre 3 et 4. Ce qui veut dire que j'ai rien en bas de 2. Quand j'aime pas ça, je continue pas, j'abandonne. Ça, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau, non. Ça fait peut-être 5, 6 ans, ou peut-être même 10 ans que j'ai lâché prise sur le fait psychorigide de terminer absolument un livre. Et ça veut aussi dire que plus ça va, et plus j'apprends à bien connaître les aspects d'un livre, que ce soit, c'est pas nécessairement juste des genres littéraires, c'est les aspects d'un livre, ça peut être le rythme, comme je vous dis, c'est vraiment en lien avec ce que je découvre dans le Storygraph, mais l'aspect d'un livre, l'atmosphère émotionnelle, le rythme, le type de personnage et tout ça. On dirait que quand je vais lire une quatrième de couverture, je vais plus être capable de décoder ça ou je vais faire des petites recherches pour voir c'est quoi les aspects qui sont dessus. Ce qui fait que quand je me lance dans une lecture, même si ça sort de ma zone de confort, des fois au niveau genre littéraire, style d'écriture et tout ça, mais ça reste que si ces aspects-là sont là, je risque de les aimer et c'est ce que ça donne comme résultat. Alors voilà. Ça fait le tour de toutes ces données. Ça fait quand même un bon segment. Et ensuite, on va se lancer en fait dans les lectures marquantes de mon année, qui en a vraiment beaucoup, vous allez voir. Mais avant tout, je vais faire une petite transition pour m'installer comme il faut, puis je vous reviens.
Hey, alors je suis de retour. En fait, je préférais juste faire des segments au niveau technique. Je préférais faire des segments au niveau vidéo parce que ça va être trop compliqué, sinon d'importer ça d'un coup, ça va être trop pesant. Trop pesant pour mon téléphone. Alors c'est parti pour les lectures marquantes de 2024. Et j'ai la grande satisfaction slash, je sais pas trop si c'est vraiment de la satisfaction, mais il y en a 35. À chaque année, avant, je faisais des top 5. C'est passé à top 10, c'est passé à top 15. Là, je me disais, je fais des sous-catégories. Cette année, j'ai envie de vous parler de ça comme étant mes lectures marquantes, tout simplement. C'est peut-être pas mes meilleures lectures de 2000... En fait, oui, c'est mes meilleures lectures de 2024. Mais ils m'ont marqué pour selon différents aspects. En raison de peut-être leur format ou le type de livre que c'est. Puis j'ai décidé de les faire justement en 4 sous-catégories pour que ce soit plus intéressant pour vous à suivre. Alors, c'est parti pour la grande liste. Je vais essayer de vous dire peut-être quelques mots sur chaque, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parce que je ne veux pas non plus que ça nous dure comme 1 heure. Je vais commencer par mon top des albums. Donc, j'ai rassemblé ensemble mon top des albums pour petits et grands. J'ai décidé de les mettre en album pour petits et grands parce que pour moi, en fait, on m'avait posé la question aussi, qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est un album pour petit ou pour grand? Dépendant du rythme, du type de personnage, du sujet qui est abordé, de comment c'est abordé et tout ça. Pour moi, ça donne un public cible, mais pour moi, un album, ça peut être lu par tout le monde. Là. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas un enfant ou qu'on n'a pas des enfants qu'on peut pas en lire, qu'on peut pas l'apprécier. Donc, top album. Celui-là, j'ai eu de la misère à en enlever. J'ai vraiment essayé de réduire ça, mais bon, il y en a 12. Alors, on va partir avec dernière heure, la déconfiture du lièvre. C'est de Robert Soulière et illustré par Sans Cravate. C'est publié chez Fonfon, je crois. J'arrive juste. Mon ordi est super lent, donc ça se peut que ce soit compliqué. C'est chez Fonfon. Et celui-ci, il m'a fait rigoler. Donc, on est vraiment dans l'humour. C'est une relecture de la fable de La Fontaine, Le lièvre et la tortue. Et en fait, c'est qu'on envoie un journaliste sur le terrain pour couvrir la très surprenante victoire d'une tortue par rapport à dans une course qui l'opposait à un lièvre. On se demande comment ça se fait que la tortue a gagné. Est-ce que c'est parce que le lièvre s'est fait kidnapper? Comment ça se fait? C'est complètement inattendu. Ça se peut pas. Mystère. Et c'est vraiment l'adaptation rigolote de, comme je disais, cette fable de La Fontaine-là, le lièvre et la tortue. Puis ça joue un petit peu aussi sur tout ce qu'on a, perception, préjugés, stéréotypes, à la limite fake news. Donc, super lecture. Donc, en 11e position, un opuscule super tout doux, L'étoile de mots de Young Choi, pardon. C'est publié chez Helium et ça, c'est une aventure qui se passe en forêt. Puis, en fait, on va suivre Mo, le chat, qui habite en forêt avec sa famille et éventuellement, il va avoir une lueur, il n'arrive pas à dormir, il se tourne sur lui-même, il va avoir une lueur qui va apparaître, puis il va se demander qu'est-ce que c'est. Puis, il va être trop curieux, il va essayer de partir avec juste son foulard, puis d'aller dans la forêt pour voir ce que c'est. Au fur et à mesure de son trajet, il va rencontrer les bêtes de la forêt qui vont lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas équipé. » Là, moi, essayer de l'aider pour qu'il soit plus équipé pour son aventure. Puis ils vont pas arrêter de dire « Mais attention à l'ours. » Et ça va être l'histoire de cette aventure-là, l'histoire de la potentielle rencontre de l'ours et de ce qu'il va comprendre. On travaille beaucoup sur la perception, l'ouverture d'esprit, les préjugés, encore une fois. Mais ce qui va marquer là-dedans, c'est vraiment les illustrations. C'est tout fin, tout délicat. On comprend à demi-mot un peu qu'est-ce qui va se passer avec les personnages. Ça m'a vraiment marqué. Donc, l'étoile de mots. Ensuite, on est sur un fameux Oliver Jeffer. Ça sera peut-être pas le seul. Donc, c'est The Dictionary Story, donc d'Oliver Jeffer, qui est également disponible en français désormais. Donc, ou qui va disparaître à l'hiver ici, je ne me souviens plus. Je vous mettrai en dessous l'autre vignette aussi. Alors, en fait, tout simplement, c'est l'histoire d'un dictionnaire qui est sur une étagère, puis qui trouve vraiment que c'est dans mes plates parce que lui, comme dictionnaire, il ne peut pas raconter d'histoire. Il y a des mots, mais genre, ces mots ne racontent pas une histoire. Puis tous les autres livres autour de lui racontent une histoire. Et ça va être l'histoire du dictionnaire qui va décider de tout simplement
en fait, un des mots du dictionnaire qui va décider de lancer le bal puis d'essayer de partir à l'aventure pour essayer de raconter une histoire. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'on va vraiment jouer avec les conventions du livre. Il va y avoir des personnages qui vont sortir un peu du cadre. Les personnages sont des mots, bien entendu. On va les voir arriver sur une barre où est-ce qu'ils sont rendus dans le dictionnaire. Les mots vont faire surgir des personnages. Ça va devenir un chaos total jusqu'à, évidemment, à ce que la fin, le dictionnaire va finir par se rendre compte que s'il ne raconte pas une histoire, c'est grâce à ces mots, en fait, que les histoires se racontent. Mais c'est surtout super rigolo. Ça nous fait voir le dictionnaire comme le livre le plus palpitant de la Terre. Il y a un super travail entre la narration et les images. En fait, il y a vraiment 2 narrations parallèles, celle des images puis celle du texte. Donc, petite pépite ça de Dictionary Story. Ensuite, on a le livre que personne ne voulait lire de Richard Ayoade, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc ça se peut que ça vous dise quelque chose. Ce livre-là, en fait, c'est l'histoire d'un livre, évidemment, que personne ne veut lire, et c'est l'histoire d'un livre qui est en train d'écrire un livre que personne ne veut lire. Donc, on est vraiment dans l'histoire dans une histoire, briser le 4e mur, interroger le lecteur. On est quand même sur une structure répétitive, donc moi, ça m'a vraiment plu, mais c'est vrai que ça peut peut-être, des fois, dans certains cas, être un peu redondant. Il y a plein de petits références, justement, à des comportements de lecteurs, à certaines lectures. On est vraiment ici, c'est un auteur qui est britannique, donc peut-être, justement, plus ce qui est littérature britannique pour la jeunesse. J'ai adoré le côté vraiment, pas irrévérencieux, mais audacieux de ce livre-là, de l'auteur. C'est illustré par Thor Freeman. On est vraiment dans des illustrations assez rigolotes, justement, encore une fois, qui racontent encore, qui sont là pas juste pour soutenir le texte, donc on n'est pas nécessairement dans une narration complémentaire, on est vraiment dans quelque chose qui vient soutenir l'histoire, mais c'était une belle petite découverte. Ensuite, en 8e position, on a Voté pour le pire de Dylan Hewitt. Donc ça, ça a été publié dans une maison d'édition québécoise, mais c'est un auteur, je ne sais pas si c'est un auteur britannique, mais ça a été traduit en fait, puis vous allez comprendre quand vous allez voir la couverture. Alors, Voter pour le pire, c'est de Dylan Hewitt. C'est publié chez Monsieur Ed. Et dans ce livre-là, on va rencontrer Régis Lepire. Juste vous dire qu'il a les cheveux orange, n'est-ce pas? Qui est convaincu que lui devrait être le chef de tout le monde. Et ça va être parce qu'en fait, il est meilleur. Puis tout le long du livre, ça va être une espèce de campagne électorale où est-ce qu'il va essayer de convaincre le lecteur qu'il est le meilleur, devrait être lui qui est élu et tout. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on a la narration qui dit le discours de Régis Lepire, qui considère qu'il est le meilleur dans tout, mais les illustrations qui disent complètement le contraire. Donc, on est vraiment dans les inférences. On est aussi dans la notion un peu de fake news, de déterminer en fait qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Donc, j'ai adoré ça. Premièrement, parce que son côté d'actualité était savoureux. C'était super rigolo, bien fait, épuré, punché au niveau visuel. Vraiment, ça vaut la peine d'être découvert. Ensuite, numéro 7, Un matin dans mon univers de Marjolaine Beauchamp et Virginie Heger. Celui-là, c'est chez... Je me souviens plus. La Bagnole? Je pense que c'est chez La Bagnole. Boomerang, c'est ça. C'est une maison d'édition que je peux appeler qui fasse des albums. Un matin dans mon univers, donc de Marjolaine Beauchamp, illustré par Virginie Heger. Et celui-là, ça m'a marqué particulièrement parce que c'est le sujet qui était abordé puis la manière, le point de vue qui était proposé. On va suivre, comme ça dit, un matin dans la vie d'un jeune garçon qui a la paralysie cérébrale. Donc, ça va être raconté au jeu. Puis, on va voir en fait le quotidien dans ses yeux à lui. C'est qu'il y a un enfant qui ne peut pas sortir de son lit. Donc, il faut vraiment que quelqu'un vienne l'aider. Il va nous raconter comment il est capable de savoir qui s'en vient selon le pas qui va s'en venir, comment sa soeur et son frère réagissent par rapport à lui. C'est absolument pas dans le défaitisme, le manque d'espoir. C'est pas non plus dans l'édulcoré, c'est juste la vie avec ce point de vue-là, la perception de chacun des membres de la famille par rapport à ce jeune enfant-là qui est malade. Le côté aussi que des fois, on peut en avoir marre, mais autant la personne qui est malade que les autres autour, c'est tellement comme authentique, vrai, simple. C'est pour ça, je trouve que c'est tellement précieux, là. Puis c'est sûr que c'est très, très rare qu'on a ça dans la littérature jeunesse. Donc, juste pour ça, ça valait le coup pour moi. Ensuite, le livre Se voit de Marie-Francine Hébert, illustré par Laurent Cantric. C'est publié chez Les 400 coups. Et celui-là, c'était tellement marquant. Parce qu'en fait,
on va voir un enfant. En fait, l'histoire est racontée par quelqu'un qui est témoin dans un café d'un enfant qui se sent à part par rapport à son parent qui est en avant de lui. Le parent sur le téléphone et tout ça. Puis ça va nous montrer que à la fois la personne qui est comme spectatrice voit ça, reconnaît la situation, mais elle n'est pas nécessairement dans le jugement par rapport à l'adulte. Elle fait juste comme nous décrire un peu comment c'est, comment elle perçoit l'enfant. On voit juste comme le regard de l'enfant. Puis prendre le temps quand même de dire à l'enfant, j'ai vu comment tu te sentais, mais sans nécessairement s'immiscer dans la situation. Puis en fait, on constate que l'enfant en fait est confronté à un adulte qui est son parent, qui a des difficultés qui sont trop grandes un peu pour lui, puis qu'en ce moment, c'est ça qui se passe, puis il ne peut pas donner toute son attention. C'est tellement bien fait. C'est comme fait à demi-mot. On détecte ça entre les lignes. Je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est l'ouverture que ça nous oblige à avoir et aussi le côté, l'ouverture aux deux points de vue. Donc, l'enfant et le parent. Puis, on n'est vraiment pas dans le jugement. Donc, ça, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'important, en fait, à souligner. Ensuite, on tombe dans le top 5. Alors, en 5e position, un livre un petit peu plus, qui a un univers visuel qui n'est pas évident. Dans le sens que je pense que pour un enfant, on pourrait peut-être se dire que on pourrait se dire, ben là, c'est un peu sombre et tout. Mais finalement, je trouve que ça le fait vraiment. Donc, c'est Le sourire de Suzy. C'est d'Anne Craé. Ça a été publié chez Cote. Je pense que c'est une réédition, mais en tout cas, celui qui vient de paraître, c'est chez Cote. Et en fait, on va rencontrer une enfant et qui a un sourire pour tout. En fait, c'est une enfant qui a l'impression qu'il faut qu'elle sourie tout le temps. Mais elle n'a pas toujours envie de sourire, mais il faut qu'elle sourie tout le temps. Comme elle n'est pas toujours capable de sourire tout le temps, elle se fait des sourires en papier qu'elle met sur son visage pour, je sais pas, un sourire de joie, un sourire d'intérêt, tout ça. Jusqu'à un moment où elle va arriver à ses sourires, elle n'y aura plus accès. Il arrive une péripétie, les sourires se mélangent, puis elle les a plus. Puis là, elle sent super mal. Puis là, ses parents vont se rendre compte, en fait, que leur fille est en train de faire ça, puis qu'elle fait ça parce qu'elle a l'impression qu'il faut qu'elle sourie pour être aimée. Donc, c'est hyper touchant. Ça a l'air terriblement triste quand on dit ça, mais justement, on a le point de vue de l'enfant. L'enfant, dans sa tête, il n'est pas en train de dire « je fais donc pitié », blablabla. C'est juste comme dans sa tête, ça fonctionne comme ça. Puis je trouve ça super intéressant de voir que la réaction des parents, c'est de finalement s'en rendre compte, puis de tout de suite rassurer l'enfant en disant, tu sais, même si tu n'as pas envie de mettre un sourire, entre guillemets, là, c'était physiquement un sourire, on t'aime quand même. Donc, c'est vraiment l'acceptation. Puis, comme quoi, des fois, il y a des enfants qui sont ni tristes, ni dans un état de détresse totale, mais c'est juste des enfants qui ont l'impression qu'ils ont toujours besoin de plaire aux autres pour que ça soit conditionnel à ce qu'on les aime. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez courant quand même dans l'enfance et dans l'âge adulte. Et j'ai trouvé que c'était assez rare que c'était abordé de cette façon-là dans les albums. Donc, vraiment, ça valait le coup. C'est pour ça que ça s'est rendu dans mon top 5. Ensuite, le top 4. Non, pas le top 4, mais le numéro 4. Et celui-là, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai vu passer à la bibliothèque, tout simplement. C'est pas nécessairement une nouveauté. C'est un album jeunesse qui est paru, je pense, en 2022. Donc, ça s'appelle Moon. C'est d'Agnès de l'Estrade, illustré par Stéphane Kiel. Ça a été publié chez Sarbacane. Et on va suivre Moon, qui est un enfant qui est différent. Donc, c'est un livre qui aborde la différence. Un enfant qui communique pas vraiment comme les autres, qui a beaucoup de tics qui se promènent. On est vraiment dans le côté un peu être neuroatypique potentiellement et en plus avoir des tics. Je me souviens pas si c'est Tourette, mais c'est pas mentionné, mais on sent que ça peut être potentiellement peut-être dans le spectre, dans des troubles du spectre de l'autisme, ou juste neuroatypique, ou juste, ou en fait avec de la Tourette ou tout ça, mais ce qu'on retient, c'est que c'est à hauteur d'enfant. Donc, on raconte l'histoire de Moon, puis on va voir comment les autres le voient. Puis on le voit vraiment virevolter et tout ça, puis vouloir être avec les autres, puis comment les autres vont réagir par rapport à lui. Et puis, il se fait beaucoup rejeter jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une petite fille qui est en train de se noyer dans le ruisseau, puis il va aller la sauver parce qu'il est là, puis qu'il est en train de faire d'autres choses. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, elle va devenir son amie. Puis ça va faire en sorte que les gens vont recevoir la différence de cet enfant-là différemment, puis que lui va réussir à trouver, en fait, à insérer son rythme à lui dans le rythme des autres.
C'était super beau, c'est tout en simplicité, il n'y a pas beaucoup de texte, mais les illustrations sont excellentes. Je trouve que la visualisation de le mouvement qui crée la différence, en fait, de cet enfant-là, peu importe, comme je dis, c'est un atypique, peu importe si c'est neuroatypique ou peu importe, mais c'est transmis par le mouvement dans l'image, puis c'est tellement beau. On sent comme pas l'étiquette là-dedans. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de gentil qui arrive parce que bon, la petite fille va devenir son amie, mais en fait, elle devient son amie parce qu'en fait, elle apprend à le connaître parce qu'il est venu la sauver. Fait que là, elle fait comme oh mon Dieu, mais comme ça se fait que je te connais pas. Les enfants, les autres, sont pas c'est pas tous les enfants qui s'enferment dans les étiquettes. Donc, j'ai trouvé ça super beau, épuré, efficace, touchant. Donc, voilà. Ensuite, le top 3. Et on tombe au numéro 3 dans mon top. C'est le livre tout touchant qui s'intitule Et si la baleine me croque. C'est de Susanna Isern et Rocco Bonilla. Ça a été publié chez Père Fouettard. Et c'est l'histoire de Martin. Martin, c'est un petit garçon qui a une giga imagination, mais qui malheureusement, son imagination, en fait, à chaque fois qu'il sait qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir un événement, il faut qu'il y ait quelque part, elle lui propose juste les solutions catastrophes de qu'est-ce qui peut arriver. Donc, on comprend ici que c'est un enfant qui est anxieux, mais c'est vraiment présenté comme étant qu'il a comme une imagination qui n'arrive pas à tenir en laisse. Il va toujours avoir plein de péripéties qui peuvent se passer, ce qui fait qu'à un moment donné, à force d'avoir ça, il va finir par se refermer sur lui-même. Et éventuellement, il va arriver quelque chose auquel il veut vraiment aller, une classe verte, je pense. Puis, sa mère va réaliser que son imaginaire est en train de prendre le contrôle un peu sur lui. Puis, plutôt que ce qui est super intéressant, qui m'a marqué là-dedans, c'est des livres sur l'anxiété chez l'enfant, il y en a beaucoup, beaucoup. Ce qui m'a marqué là-dedans, c'est la réaction de l'adulte. Elle a toujours essayé de rassurer l'enfant, puis ça n'a jamais fonctionné pour faire arrêter son tourbillon d'imagination. Et là, ce qu'elle décide, c'est d'embarquer dans son jeu, mais en lui proposant des suites, en fait, à ce qu'il va proposer comme déroulement extrême et qui va devenir un peu éventuellement rigolote. Ce qui fait qu'au bout du compte, ça fait en sorte que l'enfant va se dire « Ah, dans le fond, je peux comme contrôler qu'est-ce qui va se passer dans le sens où je peux toujours tourner cette proposition-là en quelque chose de rigolo. » Donc, par exemple, si la baleine me croque, bien, peut-être que tu vas retrouver... puis là, elle a dit pas, mettons, non, non, ça va pas arriver. Elle dit juste, bien là, si ça arrive, tu vas pouvoir retrouver le vieux pêcheur qui s'est perdu dans un bateau. Puis là, ils partent là-dessus. Puis à chaque fois, il arrive avec une nouvelle proposition anxieuse. Puis il va toujours arriver avec une proposition imaginative positive. Puis ça va vraiment fonctionner. Ça m'a tellement parlé. Je pense que ça pourrait parler aussi à des adultes. Je pense que c'est vraiment une bonne technique pour désamorcer en fait les tourbillons d'anxiété. Mais celui-là, ça vaut la peine. C'est pas un album qui est triste. C'est pas un album qui mentionne le mot anxiété. C'est un album qui est plein de couleurs, qui est plein d'imagination, puis qui finit, en fait, l'enfant finit juste par apprendre à jouer avec son imaginaire plutôt que de le laisser prendre le contrôle sur lui. Alors, finalement, deuxième position, on tombe dans quelque chose de pas mal plus sombre. Mais bon, ça en prend quand même. Hein? Alors, c'est l'album. C'est dur à dire. Je pense que c'est considéré comme un album, mais je sais qu'il y en a peut-être qui vont le considérer comme un documentaire. Ça reste à voir. Donc, ça s'appelle Quand ils sont venus. C'est d'André Poulain, illustré par Sophie Casson. Ça a été publié chez Isatis dans la collection Griffes. Ce sont des albums qui s'adressent particulièrement au public adolescent ou adulte. Et c'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une guerre. C'est l'histoire de comment une guerre peut changer l'humain, ou peut faire sortir dans l'humain le pire. Donc, ça se passe dans un village où tout le monde est heureux et tout ça. Il y a des gens qui sont différents, ils ont des différences religieuses, il y a des différences sociales. Les différences religieuses et sociales sont exprimées par une espèce animalière. Donc, je ne sais pas moi, si le raton laveur, il a telle caractéristique sociale ou telle caractéristique religieuse. Puis, éventuellement, les sans-entrailles, donc, ce ne sont pas des sans-cœur, mais une espèce d'armée qui va décider qu'eux autres, ils vont tout remettre ça en ordre, puis ils vont commencer à s'en prendre tranquillement à chacune des espèces en regard de leur statut social ou leur statut religieux. Et on voit l'évolution de ça à travers le regard d'une personne qui habite dans ce village-là, puis qui, à chaque fois, voit les choses venir, voit les choses se passer, puis finit par minimiser le fait que, oui, mais bon, dans le fond, telle espèce, c'était pas si important et tout ça. Puis, dans le fond, on voit qu'ils vont se sentir un peu, qu'il va finir par s'endoctriner, puis à quel point son inaction va créer autant le problème, mais pas va créer, mais va finir par faire empirer le problème. Et il y a une fin
coup de poing majeur qui va faire en sorte qu'on va comprendre que des fois, en fait, ça vaut la peine, en fait, de prendre la parole puis d'essayer de faire cesser une situation comme ça parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est excellent. Vraiment excellent. C'est remuant. Toute ressemblance avec les contextes actuels sont potentiellement voulus. C'est une histoire archétypale. C'est comme l'histoire d'une guerre sans nom, mais ça peut nous faire penser à plein de choses. Évidemment, ça évoque un peu la Seconde Guerre mondiale, mais ça pourrait être n'importe quelle guerre ailleurs en ce moment. Donc, celui-là, vraiment, ça vaut le coup. Et enfin, au sommet de mon top des albums, il y a un autre livre d'Oliver Jeffer, je sais, qui s'appelle Begin Again. Et celui-là, je pense que c'est vraiment un album pour les 7 à 77 ans. Ça va être, je pense que c'est considéré comme un... C'est publié chez HarperCollins. Je pense que des fois, il est classé en documentaire, mais en gros, ça va être l'histoire de où la planète est partie, puis l'humanité est partie, puis qu'est-ce que l'humain en a fait, et à partir de maintenant, qu'est-ce que l'humain devrait en faire. Oui, c'est lié à l'écologie un peu, mais c'est aussi lié au vivre ensemble, à faire partie de la solution. C'est un peu militant, mais en même temps, c'est Oliver Jeffer, fait que c'est souvent des grandes doubles pages avec peu de texte qui créent un impact sur nous. Puis ça laisse vraiment le lecteur tirer ses propres conclusions. Ça fait pas juste faire ça comme ça. Je trouve que c'est marquant. Je pense que surtout avec ce qui s'en vient dans l'avenir, pour les générations qui s'en viennent, je pense que ce serait bien de leur donner cette possibilité-là d'avoir ça comme repère. En fait, je pense que c'est déjà le réflexe de la jeune génération de pas nécessairement s'apesantir sur qu'est-ce qui n'a donc pas été fait par les générations précédentes, mais qu'est-ce qui peut être fait à partir de maintenant. Donc voilà pour mon top album. Un gros top. J'espère que ça me donne plein d'idées. Puis on va poursuivre tout de suite avec mon petit et plus humble top graphique. Alors c'est parti pour le top graphique. Il y a un petit ajustement dans ma logistique parce que mon ordinateur, comme il est vu, il n'a pas aimé ça, le travail en continu, et là, il est mort. Donc, il est mort, je veux dire, il n'y a plus d'énergie. Donc, vous allez me voir me tourner un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est parti pour le top des romans graphiques. Ce sont tous des romans graphiques pour moi, donc c'est pas des bandes dessinées. Donc, des histoires en soi, font pas partie d'une série, d'une certaine longueur, une très bonne évolution des personnages. Critère pour moi pour un roman graphique. En 5e position, quelque chose que je pensais vraiment pas qu'elle allait me plaire, mais que finalement oui, c'est The Princess and the Grilled Cheese Sandwich. C'est de Deya Muniz. Et ça a été publié chez Little Brown Young Readers. Ça a été traduit en français La princesse et le croque-monsieur. Et on va retrouver dans ce livre-là, c'est l'histoire de type conte de fées complètement déjanté. On va suivre Lady Camembert. Mais là, c'est en français. Non, en anglais aussi. Donc, c'est Lady Camembert qui, en fait, elle veut décider de vivre sa vie comme elle l'entend. Et à la mort de son père, comme il n'y a pas la possibilité pour une héritière d'hériter, elle va décider de devenir Lord Camembert, je pense. Bref, de devenir un homme pour qu'elle puisse hériter des choses et poursuivre sa vie comme elle l'entend. Mais bien entendu, dans une société où les hommes ont beaucoup plus de latitude que d'autres. Tout va bien jusqu'à maintenant. Elle a gardé seulement sa servante en qui elle a totalement confiance. Et éventuellement, elle va finir par rencontrer la fameuse fille du roi, qui, elle, va commencer à s'intéresser beaucoup au personnage masculin que incarne Lady Camembert. Et on comprend finalement que c'est quelque chose aussi qu'elle aime bien incarner. Et peut-être que c'est quelque chose qu'elle ressent en elle, auquel elle s'identifie plus en elle ou en lui. Et voilà. Donc, la princesse, la fille du roi va arriver. Ça va être de plus en plus difficile de garder le secret. Et on va commencer par voir finalement qu'il y a un attachement entre ces deux personnes-là, même si tout les sépare. Et c'est une super histoire. Une super histoire sur fond de contes de fées traditionnels, de complètement tout bousculer les repères traditionnels dans le conte de fées traditionnel. L'histoire, tout simplement, de quelqu'un qui veut vivre sa vie comme elle le veut ou comme il le veut, selon les standards, peu importe les standards de la société. Une histoire d'amour, une histoire d'authenticité, une histoire
d'affirmation de soi, de comment ou de qui on est ou de qui à qui on s'identifie. Mais tout ça sous une plume complètement hilarante. Vraiment. Je pensais que ça serait trop, ça serait point. Puis en plus, c'est quand même délicat. C'est un sujet quand même. On parle quand même ici d'un sujet qui implique une personne qui s'identifie à un genre qui n'est pas son genre biologique, son genre de naissance. Et on aurait pu penser qu'il faut être super sérieux, mais finalement, c'est tellement bien fait dans le respect et tout qu'on adhère, on apprend encore plus, on est en mode ouverture, on veut que ça se termine comme il faut pour ces deux-là, la fille du roi et le fameux Lord, le fameux Lady Lord, mais le fameux Lord Camembert, j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas, même si le visuel au départ me plaisait pas particulièrement, mais ça s'inscrit exactement dans ce vers quoi on veut s'en aller. On est vraiment dans le non discret. On est vraiment dans le très voyant, très... ça fait vraiment référence à la vie de la cour et tout. Donc, ça fonctionne. Fait n'hésitez pas, je vous dis, même si c'est pas votre genre. Sinon, en 4e position, alors, Les Royaumes muets de Séverine... Est-ce que je l'ai ici? Oui. Les Royaumes muets, c'est de Séverine Gauthier, illustré par Jérémy Almanza. Ça a été publié chez Oxymore Éditions. Et là, il y a encore de l'humour, mais on tombe dans complètement une autre ambiance. On est en fait dans une ambiance qui fait un peu penser à une histoire un peu avec une ambiance à la Tim Burton dans le gothique, mais en gros, on va trouver Perséphone qui a 12 ans et elle va rencontrer la mort à 23h52, c'est écrit là, un jeudi, le soir de la veillée funèbre chez son voisin Victor Colombaria. Et elle est encore vivante, sauf qu'elle a rencontré la mort. Et il va s'en suivre, en fait, le fait qu'elle va finir par voir des fantômes, puis par être potentiellement entraînée dans le royaume de la mort alors qu'elle est encore vivante. Il va y avoir vraiment plein de quiproquos, des émissaires de la mort qui sont venus, qui sont complètement fourvoyés dans la situation, qu'elle laisse entrer dans le royaume des morts alors qu'elle ne devrait pas. Ça va devenir quelque chose qui devient potentiellement irréversible. Le fantôme qu'elle a rencontré, qui est en fait le fantôme de son voisin, va essayer de l'aider du mieux qu'il peut. C'est super intéressant. Ça célèbre la vie, ça célèbre la mort. Ça se prend pas au sérieux, mais en même temps, ça aborde des sujets qui sont quand même assez importants. C'est superbe. C'est sombre, c'est grinçant, mais c'est juste, puis c'est rigolo en même temps. Vraiment, ça vaut la peine. Sinon, en 3e position. Alors, moi, je l'ai lu en langue originale, mais il n'y a pas beaucoup de texte. C'est Wildful. C'est de Kengo Kurimoto. C'est publié en anglais chez Groundwood Books, mais c'est paru en français sous le titre Murmure des sous-bois. C'est une histoire, encore une fois, qui aborde le deuil à hauteur d'adolescence. Le deuil et la réaction des semblables à ce deuil-là. Donc, on va rencontrer Poppy, qui vit avec sa maman, la grand-maman de Poppy, donc la mère de sa maman. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Puis sa mère, elle s'est vraiment enfermée, vraiment comme en grosse dépression et tout ça. Puis Poppy essaie de vivre comme d'habitude, mais à un moment donné, elle finit par être comme ça, un peu seule. Souvent, elle va aller se promener pour essayer avec son chien, pour essayer de juste comme sortir de l'atmosphère qui est vraiment pesante de la maison. Et elle va finir par rencontrer Rob, qui est un jeune garçon qui, lui, passe son temps dans les sous-bois, qui sont pas loin de chez eux, à observer la nature. Et avec Rob, Poppy va apprendre à redécouvrir la nature, à découvrir le lien qui peut l'unir à la nature et, sans savoir, à se rapprocher de sa grand-mère qui est décédée parce que sa grand-mère était un peu comme ça. C'est l'histoire d'un réveil, en fait, de cette jeune fille-là au contact de la nature et de son guide un peu qui est Rob et potentiellement de ce que ça peut faire rayonner sur les gens qui sont autour d'elle, donc dont sa mère. C'est absolument pas un livre qui est dans la négation du deuil, c'est un livre qui est en plein milieu du deuil. Donc, ça vient pas juste de se passer, ça fait un certain moment, mais il y a encore, chaque personne la vit différemment. C'est super beau, le lien avec la nature est superbe, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est une narration visuelle, puis ça donnait vraiment, mais vraiment l'impression qu'on était les yeux de Poppy. Donc, la façon dont le découpage visuel est fait, on a l'impression qu'on voit
ce qu'elle nous montre, qu'on perçoit presque le lien avec la nature. Donc ça, c'est vraiment une réussite. C'est pour ça que je l'ai mis là. Hey, coucou! Alors, c'est la moi du lendemain. Comme vous pouvez voir, c'est très clair. Ça aurait été le fun que j'ai cet éclairage-là hier, mais c'est la vie. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler du numéro 2 de ce top-là. Je ne sais pas pourquoi, je pensais comme du 3 ou 1. Mais le voici, sans plus tarder. Alors, le numéro 2, c'est le roman graphique qui s'intitule Vert. C'est écrit par Patrick Lacan et illustré par Marion Besançon. C'est publié chez Rue de Sèvres. C'est une grosse brique. Ça a été un grand coup de cœur pour moi. C'est une BD de dystopie de réflexion philosophico-écologique. En gros, la prémisse, c'est que on est sur Terre et il y a une vague de mutations qui s'attaque à plusieurs humains. En fait, les humains deviennent des arbres. Ils deviennent de plus en plus des arbres, en fait, jusqu'à complètement être un arbre et ne plus pouvoir bouger. Ce qui n'était pas sans rappeler, je vous en avais parlé à l'époque, le fameux manga L'enfant et le maudit, tu te rappelles? Et on va retrouver, dans le fond, là-dedans, quelques personnes qui sont concernées, dont une fille qui vit avec sa mère, une relation pas nécessairement facile avec son père, et que on va voir que les adultes ont des réactions différentes au fait qu'il y a des traces de transformation végétale qui vont se passer. Ça va devenir de plus en plus envahissant. Il va y avoir deux réactions qui vont scinder en fait la société en deux. Les gens qui vont considérer que c'est quelque chose de terrible, qu'il faut empêcher, qu'il faut annihiler pour éviter que ça se propage. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et ceux qui vont se dire, ben en fait, c'est pas pour rien qu'on est transformé en végétal. Peut-être que c'est parce qu'en fait, on veut nous forcer à reconnecter avec la nature. Donc, ça va tourner tout autour de ça. On va suivre particulièrement une famille qui va être, comme je vous dis, affectée et ou brisée, éclatée par ça, mais finalement qui va potentiellement revenir en fait aux sources. Et c'est tellement une belle façon de donner une réflexion écologique sur les choses, sur la façon dont l'humain réagit justement à l'inattendu, l'urgence. Toujours deux types de réactions, une qui est nourrie par la peur, puis l'autre qui est nourrie par, ben en fait, voici la nouvelle réalité, voici ce qu'on peut faire avec. J'ai trouvé ça super troublant. En même temps, il y a quelque chose d'apaisant puis de reposant dans cette espèce de BD-là. C'est aussi une signature visuelle qui est particulière. Donc, la couverture est en couleur, mais à l'intérieur, c'est différent. J'ai vraiment été marquée par tout de cette BD-là. À la fois le choix des personnages, l'angle qui a été choisi pour aborder justement cette réalité-là qui est un peu à la limite dystopique. L'espèce de côté un peu bienveillance, mais en même temps, tout en nous montrant à quel point c'est pas quelque chose qui est facile à atteindre. Bref, Vert de Patrick Lacan en numéro 2. Allez, retour au programme principal. Et enfin, le premier, le numéro 1 dans mon top de roman graphique, c'est The Faint of Art. The Faint of Art de Carolyn Wilson, encore chez Green Willow Books. Ça a été paru, c'est paru en français aussi. Et cette fois-ci, on va en fait on va vivre dans une société, évoluer dans une société qui est en mode un peu futuriste, disons, là, science-fiction. Et il y a un scientifique qui a déterminé que finalement, tout ce qui était anxiété, souci, tristesse, ça pouvait se régler dans la mesure où on retirait le cœur de quelqu'un. Donc, on fonctionnait autrement, là, avec autre chose pour que notre corps fonctionne. Et après cette découverte-là, en fait, plus ça va aller, puis plus les gens vont être incités à se faire enlever leur cœur pour pas avoir de problème. Et c'est la chose qu'il faut faire maintenant, comme toute bonne jeune fille. Et on va rencontrer, je me souviens plus de son nom, June, qui décide, elle, de pas aller se faire enlever le cœur. Puis tout le monde y met de la pression, puis à l'école, ils veulent même pas qu'elle soit là, puis évidemment qu'elle commence à ressentir beaucoup de choses. Et ça va être l'histoire de elle, son combat contre cette espèce de société-là qui veut complètement enlever tout sentiment des humains et le mystère qui va entourer cette action-là. Une rencontre qu'elle va faire avec Max, qui a un grand secret aussi, et comment ces deux-là vont finir par aller à la source de tout ça, pour se rendre compte que derrière la science, finalement, il y a peut-être quelque chose qui motivait cette action-là et quelque chose qui n'est pas nécessairement mercantile. Donc, je vous dirais que c'est la science-fiction, mais c'est plus la science-fiction fantaisiste. C'est touchant. L'univers visuel est à couper le souffle. On a du texte, mais ce ne sera pas toujours nécessaire. On a l'impression qu'on est avec eux là-dedans.
Puis c'est une belle réflexion aussi sur est-ce que c'est nécessaire de toujours faire taire les émotions ou pas? Est-ce que finalement, avoir des émotions, c'est quand même important pour évoluer? Euh, c'est tellement bon, là. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué autant par le texte que par le visuel, que par la trame, la proposition qui a été faite, puis justement ce à quoi ça me fait, en fait, réfléchir. Alors voilà pour le top graphique. Et on poursuit avec mon top, ce que j'ai intitulé Lecture remuante. J'ai failli mettre lecture ado, mais en fait, c'est vraiment ce qui les caractérise, c'est plus que ce soit des lectures remuantes qui s'adonnent à s'adresser à un public potentiellement ado ou adulte. Aucun rapport. Mais c'est soit que ça va aborder des thématiques qui sont vraiment importantes, qui sont coup de poing, qui sont potentiellement plus liées à l'adolescence. Mais en gros, c'est des romans vraiment d'émotion, des romans qui bousculent, des romans qui secouent les repères. Donc, en 8e position, Charbon bleu d'Anne Loyer, c'est publié chez Deux. Alors, cette fois-ci, on va retrouver, en fait, c'est l'histoire de Hermine, qui vit dans un village minier. Donc, on n'a pas nécessairement l'époque, mais on vraiment l'endroit, le moment où c'était vraiment euh, la grosse réalité, en fait, des mines, avec tout le monde dans la famille qui va y travailler un après l'autre, puis que dès qu'un membre de la famille mourait, en fait, c'est la prochaine personne qui y allait et tout ça. Donc, ça va être Hermine qui vit dans une famille où son père et son frère travaillent à la mine. Elle va encore à l'école, elle aimerait ça poursuivre, aller à l'école, mais elle va pas nécessairement pouvoir y aller parce que son père va décéder, puis elle n'aura pas le choix de descendre pour aller dans la mine. Donc, du jour au lendemain, elle va devenir quelqu'un avec un horizon, un espoir, un avenir, et elle va se ramasser sous terre. Où est-ce que c'est un peu comme la mort, les limbes un peu. C'est l'histoire de cette vie-là. C'est l'histoire de l'incapacité, l'impossibilité pour tous ces gens-là, filles ou garçons, en fait, ça n'a aucun rapport avec le sexe, d'avoir une vie autre que la mine. C'est une espèce d'une vie comme un engrenage. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment remuant. On va également avoir l'histoire d'un lien. Donc, que malgré tout, dans la noirceur, il va y avoir potentiellement un lien précieux qui va se nouer. Mais c'est pas une histoire qui se termine bien, c'est pas une histoire édulcorée. C'est comme un pan historique qui est volontairement pas associé à une période en particulier, mais qui montre à quel point ce type d'engrenage-là, qui existe encore de nos jours dans les pays qui sont malheureusement, qui fonctionnent avec des industries qui vont sous-payer leurs gens, qui ont des attentes qui sont beaucoup trop élevées et qui sont évidemment alimentées par les gens comme ici au Canada, qui ont des attentes aussi d'avoir des choses rapidement, pas chères et tout ça. Donc, ça fait réfléchir indirectement à la société de consommation, mais c'est surtout l'histoire de cette jeune fille-là, puis de son rêve éteint, mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui perdurait malgré tout. Donc, ça m'a vraiment marqué. Ensuite, en 7e position, on a, je viens tout juste de le lire, mais bon, L'été de la Reine Bleue d'Estelle Faye, sans surprise, collection court toujours, donc c'est chez Nathan. Et on est dans une dystopie où les gens qui vivent en ville, c'est tellement pollué maintenant que il y a encore deux classes. Il y a des gens qui ont assez d'argent qui vivent sous un globe de verre et ceux qui n'ont pas assez d'argent qui meurent à petit feu en raison de la pollution. Et on va suivre, dans le fond, une de ces personnes-là qui habitent dans le centre de Paris, qui ne sont pas en fait sous une cloche plutôt. Et on va la suivre parce qu'elle, éventuellement, elle va être trop atteinte par la pollution et on va l'envoyer un peu comme dans un sanatorium, donc en campagne. Dans cet endroit-là, c'est un endroit où les gens qui n'ont pas réussi à se payer des implants pulmonaires qui arrivent à survivre ou qui n'ont pas les moyens d'être sur une bulle de verre vont aller là pour aller mieux ou attendre un implant ou mourir. Donc, c'est vraiment ça. Et elle va faire une rencontre, la Reine Bleue, puis ça va changer sa vie. Donc, vraiment excellent. Super court, super efficace. J'ai adoré la plume de Selfie. C'est ma première fois, ça sera pas ma dernière. Ensuite, en 6e position, on a ça, je l'avais commencé, je pense, fin 2023, mais je l'ai terminé au début 2024, où je me souviens plus. On a Firekeeper's Daughter, qui est en fait une dose de rage en français, et c'est d'Angeline Boulay. Cette fois-ci, on va suivre Donis, qui a 18 ans, et qui habite dans, qui habite sur la réserve d'une communauté Ojibwe, qui est à Sault-Sainte-Marie, qui est une petite ville au Michigan. Puis on va la voir évoluer dans cette communauté-là. Et
et va rencontrer finalement quelqu'un qui est un agent du FBI sous couverture et qui travaille sur le fait que la drogue rentre dans cette communauté-là. C'est une histoire qui met de l'avant la vie des Premières Nations aux États-Unis, dans tout ce que ça a de, entre guillemets, cercle vicieux, comme on les a enfermés dans des réserves, ce que ça peut donner justement, dans tout ce que ça a de les traditions qui sont plus fortes que tout quand même, qui veulent survivre, mais aussi pour les femmes à l'intérieur de la communauté, à quel point, malheureusement, les abus font partie de la vie. Mais c'est surtout l'histoire de cette jeune fille-là qui va essayer de faire changer les choses et que la vie ne va pas épargner, mais qui va essayer de faire changer les choses pour que sa communauté continue à exister, que sa communauté puisse continuer à s'épanouir malgré tout. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent. Ensuite, en 5e position, on est encore dans la littérature Première Nation. Donc, c'est le premier tome de la série de Misewa Saga. Donc, ça s'appelle en anglais The Barren Grounds. En français, c'est, je me souviens plus, je vous le mettrai. Et c'est de David Alexander Robertson. C'est publié chez Tundra Books, ici au Canada. Donc, c'est un auteur canadien. Et on va suivre, en fait, Morgan et Eli, qui sont 2 enfants issus des Premières Nations et qui ont été placés, comme malheureusement beaucoup d'enfants dans les communautés au Canada, qui ont été placés pour des mauvaises ou des bonnes raisons, mais parce que, dans le fond, c'était plus simple pour eux autres de vivre auprès de leurs parents, qui avaient souvent des traumas un peu intergénérationnels qui ont été là. Bref, sont placés dans une famille d'accueil. C'est une famille de personnes qui sont non issues des Premières Nations et qui essayent vraiment de s'ouvrir à tout ça. Mais évidemment, Morgan et Eli ont des vies, ont des bagages vraiment différents. Morgan est placée dans des familles depuis qu'elle a genre 1 an ou 2 ans. Puis Eli vient juste d'arriver, puis il a comme 10 ans ou 11 ans. Fait que c'est plus difficile parce que lui, il a comme encore en mémoire sa famille d'origine. Donc, on va les voir évoluer là-dedans. Ça va parler, bien entendu, de tout ce qui est, évidemment, Première Nation, mais aussi famille d'accueil, placement en famille d'accueil. Et là, dans ce cas-ci, c'est le clash de la culture. On va les mettre, eux, ils font partie d'une culture, ils n'ont pas la même communauté autochtone, mais on va les mettre dans une famille qui est, en plus, non issue des Premières Nations. Donc, toute cette réalité-là. Et Morgan qui a tendance à fuir un peu. Morgan ou Eli? Eli qui fuit dans la lecture, je pense. Oui, puis Morgan qui ne veut pas nécessairement. Qui va finir par, la force des choses, vont finir par découvrir un endroit où ils veulent se tenir, dans le fond, dans le grenier, et qui va ouvrir sur une porte sur, en fait, les Barren Grounds, donc une espèce de monde parallèle, et au cœur duquel, en fait, Morgan va finir par devoir aller rechercher Eli, qui n'est plus revenu, en fait, dans la réalité. Donc, ça va vraiment être un côté un peu, c'est du fantasy, c'est du fantastique, parce qu'on a vraiment comme la réalité qui est là, plus des éléments de fantastique. Puis en fait, on est vraiment dans un peu inspiré quand même de certaines croyances de Première Nation, donc comment le monde a été créé. Donc c'est comme si on était en parallèle du monde réel, mais en même temps, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui a fait que, par exemple, le monde a été créé, que les saisons sont arrivées, qu'est-ce qui fait quand les saisons arrêtent d'arriver parce que l'humain intervient trop, les relations entre les personnes non issues des communautés autochtones et les Premières Nations en lien avec comment ils sont traités aussi, mais toujours avec une façon un peu fantastique en fait de l'évoquer. C'est super bien écrit, c'est vraiment prenant. On a des personnages qui sont très crédible, très remuant, très touchant parce que notamment c'est 2 enfants, 2 ados qui ont un bagage tellement trop lourd pour leurs petites épaules, mais en même temps qui sont en mode action quand même. On aime bien Morgane, son espèce de verve qui est comme une ado full throttle, qui n'a pas envie de rien faire, qui est comme juste fâchée en continu, mais qui va finir finalement par non seulement se sentir impliquée par la situation, mais aussi repartir à la recherche aussi de sa culture qu'elle n'a pas eu l'opportunité de vivre parce qu'elle est placée dans des familles qui ne sont pas issues des Premières Nations depuis qu'elle est toute petite. Alors ça aussi, super bonne lecture, évidemment. Ensuite, pardon. En 4e position, un livre que j'ai pris beaucoup trop de temps à lire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris tant de temps à le lire, mais c'est le fameux L'œil du loup de Daniel Pennac, qui est quand même son premier roman que je n'avais jamais lu. Et c'est un roman qui est majeur pour moi parce que c'est un roman techniquement jeunesse,
mais on va y rencontrer en fait à la fois un humain différent et un animal différent qui vont avoir eu des passés vraiment pas évidents, des passés d'abus et de violence, et qui vont se rencontrer par hasard dans un zoo. Et ça va être l'histoire de leur rencontre, l'histoire du lien qui va se développer entre eux, sans parole, et de comment on va finalement replonger dans leurs histoires respectives pour voir qu'est-ce qui les a menés à ce moment-là de rencontre. C'est triste en même temps, c'est enlevant, c'est inspirant, c'est beau, c'est tout ça. Faut lire ça. Si vous ne l'avez pas lu, même si ça fait super longtemps qu'il est paru, c'est pas d'excuse. Il faut vraiment lire. Ensuite, dans mon top 3, en troisième position, encore une fois, une lecture pas très légère, mais je vous l'ai dit, c'est les lectures remuantes. Donc, c'est dans la collection La Courte Échelle, une collection qui propose en fait des absolument romans en vers libre. Poésie, roman en vers libre. Donc là, c'est La soif est un champ de bataille. C'est de Mélanie Boilard et publié chez La Courte Échelle. Et on va y suivre une adolescente qui vit avec sa maman qui est alcoolique. Et on va la voir essayer d'évoluer à travers ça, essayer de continuer à aller à l'école, d'avoir une vie normale, mais toujours avoir peur de qu'est-ce qu'elle va retrouver à la maison. Sa mère n'a pas l'alcool violent, mais elle a l'alcool indifférent. Donc, elle va finir par juste complètement pas s'occuper de sa fille. Et ça pourrait avoir l'air terrible, mais de la façon dont c'est présenté, c'est comme si on n'est jamais vraiment en train de juger la mère, mais on est en train de se dire que ce serait le fun que la fille soit capable d'être aidée. C'est l'histoire de cette fille-là, puis de sa meilleure amie, qui elle aussi vit avec un parent qui est alcoolique, mais qui, ce parent-là, a l'alcool violent. Et c'est l'histoire de leur amitié solide qui va faire en sorte qu'elles vont finir par arriver à parler, à aller chercher de l'aide. Évidemment que ça ne peut pas de façon magique tout résoudre, mais ils vont décider de prendre en main, en fait, leur partie à eux autres, leur destin. Et il y a quand même des petits pans d'espoir, mais ce que j'ai aimé, c'est que à la fois, ça donne le contrôle, en fait, aux jeunes. Donc, de ne pas attendre, en fait, que le parent qui est dans l'alcool se réveille. Donc, prendre la possibilité d'aller parler, au moins pour se soulager soi-même. Puis, l'espoir peut-être que quand même le parent comprenne et finisse par faire des changements. Mais on ne met pas ça non plus tout beau, que finalement la mère finit par arrêter de boire et tout ça. C'est vraiment un processus. On comprend que c'est un processus, puis c'est super amusant. La forme est super intéressante. Les personnages sont bien campés. La forme, donc, l'espèce de poésie vers libre pour cette situation-là, j'ai trouvé que la façon de nommer l'alcoolisme sans la nommer était parfaite. Ensuite, en deuxième position, on y va avec un autre roman court parce que c'est ma nouvelle passion. Donc, encore une fois, chez La Courte Échelle, dans la collection, je me souviens plus. Une collection, encore une fois, c'est ça. Celle-là, par contre, c'est vraiment une collection de courts récits, coup de poing. Donc, qui aborde des sujets vraiment majeurs. Et celui-là, s'intitule Clang, c'est de Carole Tremblay, publié chez La Courte Échelle. Et on va y suivre un jeune homme qui, en rentrant d'une fête, va frapper quelqu'un avec la voiture. Il n'a pas bu, mais il a frappé quelqu'un. Puis sur le coup, il va paniquer et il va partir. Donc, ça va se passer dans l'espace de même pas 24 heures. On va le suivre lui, quand il réalise qu'est-ce qui vient de se passer, puis qu'est-ce qu'il a fait, ou plutôt qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il est parti en courant. On va être au cœur de lui, de ce tumulte-là, de comment il se perçoit, comment il sent que la société va le percevoir, qu'est-ce qu'il sait qui va arriver comme conséquence potentiellement, puis qu'est-ce qu'il va décider de faire finalement. Tout ça en très peu de pages, avec une plume qui est pognante. C'est vraiment en langage parlé. On est complètement à l'intérieur de ce jeune ado-là, ce jeune homme-là, je pense que c'est comme 18 ans. Et même si on sait que la personne est en train a fait quelque chose d'illégal, on a comme quand même quelque chose, on se dit, mon Dieu, c'est terrible d'avoir de la compassion, mais en même temps, on sent vraiment qu'il a complètement perdu, comme il est dans la panique totale. Fait que ça nous confronte aussi sur c'est quelque chose de mal, mais en même temps, c'est un humain pareil. En tout cas, ça vaut vraiment la peine. Mais attendez-vous à vous faire bousculer. Et enfin, en première position, un roman aussi qui est inoubliable, qui s'appelle On ne dit pas Sayonara. C'est d'Antonio Carmona. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et dans le fond, on va suivre Élise, qui, depuis la mort de sa mère, qui était d'origine japonaise, vit avec son père seul et son père a commis l'interdiction de
parler de sa mère, de parler de la culture japonaise, tu sais, bon, fait qu'elle a vie avec ça. Évidemment, elle est obligée de vivre un peu en dehors de tout ça, un peu comme dans Whitefool, le roman graphique. Elle est obligée de vivre un petit peu en dehors de tout ça pour survivre. Elle va rencontrer quelqu'un à l'école qui s'appelle Stella. Et éventuellement, sa grand-mère, qui est Sunoka, donc qui vient du Japon, va finir par débarquer malgré tout. Et ça va être le début de comme un éveil finalement. Mais ça aborde le deuil, ça aborde les différentes façons de gérer le deuil, ça aborde les différentes cultures, le besoin quand même de retrouver une culture dans laquelle on a grandi, la façon, je sais pas, l'amitié, les liens qui peuvent, intergénérationnels, qui peuvent justement nous aider ou nous soutenir. C'est super bien écrit. C'est excellent. Donc, encore une fois, c'est sûr que je veux dire ça à chaque fois que c'est excellent, mais bon, encore une fois, c'est à lire. Alors voilà pour le top de mes lectures remuantes. Et c'est parti enfin pour la dernière section. Ça va vraiment être un long, je sais pas, je vais tout sortir d'un coup. Donc, le top, ce que j'ai appelé toute littérature. Donc, techniquement, ça s'adresse à un public adulte et tout genre confondu. Alors, c'est parti sans tarder pour la position numéro 10, qui est Le cimetière de la mer d'Aslak Nord, que j'ai découvert. C'est le premier tome d'une série. Et on va retrouver, en fait, la famille Falk, qui est une famille norvégienne super puissante. Et tout va débouler quand l'aïeul Vera Lind va se suicider. Et évidemment, avec tout ce qui est héritage et tout ça, ça va potentiellement faire ressortir beaucoup de secrets. Et là, pour résoudre tout ça, on va suivre Sacha, qui est la petite fille de Vera Lind, qui va partir à la recherche d'un manuscrit qui serait manquant et que la grand-mère aurait écrit et qui pourrait l'éclairer un peu plus sur les secrets de la famille. Il va être question là-dedans de secrets, de malversations, de Seconde Guerre mondiale, de collaboration et tout ça, potentiellement. Donc, on va l'avoir évolué là-dedans et c'est vraiment une saga familiale où les gens se regardent en chien de fusil, en même temps un pan de l'histoire de la Norvège potentiellement, un pan de l'histoire de comment l'humain se comporte en temps de guerre. C'est vraiment, c'était assez dense, mais ça vaut vraiment la peine de découvrir ça. Et le second tome est déjà sorti en grand format, mais il va bientôt sortir en format poche. Ensuite, en 9e position, j'ai mis, parce que moi je suis vraiment en retard, j'ai lu The Martian Chronicles de Ray Bradbury, donc les Chroniques martiennes, qui est un recueil de nouvelles qui vont se passer en fait en 2030, et alors que Mars est colonisé, et on va suivre en fait la vie de plusieurs colons sur Mars. C'est en petites touches, en petites... on va pas toujours suivre les mêmes personnages, mais on va comprendre en fait le lien un peu qui les unit, puis où on est rendu l'humain à ce moment-là. C'est de la science-fiction pure, mais c'est excellent. Et c'est le format petite nouvelle. Si jamais vous voulez essayer de découvrir Ray Bradbury, je pense que plutôt que d'aller dans le Fahrenheit 451, peut-être que vous pouvez essayer celui-là. Moi, je trouve, ça m'a convaincu en fait de lire d'autres colligés en fait de ces histoires courtes. C'est vraiment dans ce genre-là, je pense qu'il excelle. Ensuite, en 8e position, un livre qui a, qui a eu des réceptions mitigées, La vie heureuse de David Fuenkinos. Je sais que les gens ont soit détesté ou adoré. Moi, j'ai vraiment adoré. Et on va, en fait, j'ai adoré ça parce que la proposition en tant que telle était super intéressante et la structure du récit est vraiment originale aussi. Donc, on va suivre un homme qui est un peu désœuvré qui va finir par suivre une ancienne connaissance en Asie pour être son attaché politique et tout ça, et qui va finir par rencontrer la mort d'une façon particulière qui va faire en sorte qu'il va décider de tout changer dans sa vie. J'en dis pas plus parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, une mise en place, première partie vraiment la vie de cet homme-là avant cette fameuse rencontre-là, et ensuite la deuxième partie après cette fameuse rencontre-là. Voilà pour La vie heureuse de David Fuenkinos. Ensuite, en 7e position, j'ai enfin lu. J'ai en fait trouvé une des sœurs Brontë dont j'aimais la plume, et c'est Anne Brontë, et j'ai lu The Tenant of Wildfell Hall, donc traduit la plupart du temps par La recluse de Wildfell Hall, mais c'est plus à locataire de Wildfell Hall. Bref, on est vraiment dans la littérature, les Brontë, quoi. C'est littérature, comment ils mettent ça, roman victorien.
on est dans... c'est un roman féministe, en partie. L'émancipation de la femme dans une société qui ne veut pas qu'elle s'émancipe. La réalité de la violence conjugale à une époque où, n'est-ce pas? Super intéressant. J'aime beaucoup cette plume-là parce que, justement, c'est... il y a vaguement un peu d'espoir dans tout ça, même si le contexte est vraiment lourd. Donc, on est dans un roman victorien, mais on n'est pas non plus dans l'espèce de circonvolution, de drame des deux autres sœurs Brontë. En même temps, c'était juste parce que moi, ça me convient mieux. Mais si jamais vous voulez en essayer un Brontë, moi, je vous suggère celui-là. Il est quand même moins lu, moins connu. Puis j'ai vraiment hâte de lire Agnès Grey, en fait, qui est son second, parce qu'elle est morte jeune, malheureusement, comme la plupart des sœurs Brontë. Donc, voilà pour la position numéro 7. Position numéro 6. Petit opuscule marquant encore une fois. Donc, c'est la collection Solstice aux éditions Anonorak et c'est L'homme aux deux visages d'Isabelle Picard. Donc, encore une fois, littérature des Premières Nations. Mais donc, c'est vraiment un homme qui est un écrivain, qui est en dépression puis qui est vraiment en manque d'inspiration. Et en fait, il va essayer de retourner dans la réserve qu'il a quittée pour essayer de voir s'il est capable de se retrouver soi-même puis de retrouver l'inspiration. Et c'est intéressant parce que ça met vraiment de l'avant le dilemme potentiellement, d'après ce que je peux comprendre dans ce que j'ai lu, de certains créateurs artistiques là, issus des Premières Nations sur maintenant prendre la voix qui leur est donnée pour transmettre leur histoire, qui malheureusement a été effacée de nos livres d'histoire. Dans le fond, c'est ça qui leur est comme... On s'attend à ça, d'eux, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire? Donc, le côté de j'ai envie de le faire parce que je pense que c'est important que je le fasse, mais est-ce que je peux être autre chose que quelqu'un issu des Premières Nations, finalement, sans nécessairement nier le fait que je vis les Premières Nations et que je suis fière de vivre les Premières Nations? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Petit opuscule, excellent. Isabelle Picard, d'ailleurs, a écrit des romans pour la jeunesse. Je pense que c'est une niche qu'elle a faite. Je vérifierai, je vous les mettrai. Mais si jamais ça vous dit, c'est super court. Ça nous permet vraiment d'avoir un autre regard sur justement l'art, l'écriture, la création dans un autre milieu que peut-être le milieu dans lequel on est habitué d'évoluer. Sinon, en 5e position, on reste dans la littérature autochtone, mais on est dans un essai. Et ça, c'est vraiment mémorable aussi. C'est un essai sur... ça s'appelle Émergence insoumise. C'est de Cindy Wilde, toujours aux éditions Anonorak, dans une petite collection qui a été faite, il y en a 3 jusqu'à maintenant qui sont parus, et qui permet de justement remettre de l'avant l'histoire des Premières Nations au Canada. Cette histoire qui a été effacée. En fait, là, c'est plus au Québec particulièrement. Et cette fois-ci, c'est l'histoire des femmes autochtones au Québec. Et c'est pas beau tout de suite, comme on va dire. Donc, je pense que ça vaut la peine. En fait, ce qui va lancer en fait sa réflexion, c'est qu'à un moment donné, l'autrice est en train de donner une conférence à une université. Puis, un gardien qui peut dire, vous devez vraiment quitter parce que faut qu'on fasse l'école de l'université. Puis, elle est à Val-d'Or, puis elle est comme, vous demandez à quelqu'un, une femme issue de Première Nation, d'être toute seule dehors pour attendre dans un contexte où, en fait, c'est un contexte où ça va la mettre dans une position où potentiellement c'est l'abus presque sûr. Donc, et à la fois de peut-être, en fait, on parle ici vraiment de relations aux autorités officielles. Donc, ça part comme ça, puis avoir cette réflexion-là, puis avoir retracé en fait l'histoire du féminisme, en fait, pas l'histoire du féminisme, mais l'histoire des femmes autochtones au Québec. Puis, qu'est-ce qu'elles ont vécu, puis comment elles peuvent justement prendre la parole, puis essayer de faire connaître qu'est-ce qui s'est passé pour que justement on aille potentiellement ailleurs. Puis c'est vraiment en lien avec le racisme systémique. Donc, le racisme qui est fait au sein même des institutions de l'État, police, milieu carcéral, etc. Donc, super marquant, vraiment important à lire. Ensuite, en position numéro 4, un autre classique, j'essaie d'en lire quasiment un par année, mais j'ai lu To the Lighthouse de Virginia Woolf. Donc, je pense que c'est traduit souvent par La promenade au phare ou Vers le phare. Et encore une fois, c'est du Virginia Woolf par excellence, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans rythme lent, introspection, observation de l'humanité, des fonctionnements sociaux, des relations entre les gens au niveau des conventions sociales.
Et encore une fois, on va vraiment être sur une île. Ça dit que c'est au large de l'Écosse. Là-dedans, on est dans une espèce d'endroit, un hôtel où il y a plusieurs familles qui sont là. Puis il y a un enfant qui va absolument aller voir le phare. Et la visite au phare va être reportée pendant la durée du livre. Et plus ça va aller, puis plus on va comprendre, on va découvrir en profondeur chacun des personnages. On est vraiment, grâce à Virginia Woolf, en mode observateur de l'intériorité de chacun des personnages, puis de qu'est-ce qui va mener à ça. C'est un peu, si vous avez déjà lu du Virginia Woolf, vous savez, c'est sa façon d'aborder les choses, mais vraiment, l'étude de l'humanité là-dedans est excellente. C'est un regard coup de poing sur la société de l'époque. Sur tout ce qu'on doit taire, finalement. Je ne sais pas comment en parler d'autre parce que c'est un livre qui est vraiment contemplatif, mais en même temps, qui nous permet tellement d'ouvrir des portes de compréhension que ça vaut la peine. Voilà. Ensuite, top 3. En troisième position, encore un livre que j'ai lu récemment, et vous ne serez pas surpris de voir que j'ai mis dans un tout autre ordre d'idée Everyone in My Family Has Killed Someone de Benjamin Stevenson, qui est un auteur australien et que j'ai adoré. Donc, vraiment, roman policier, roman thriller humoristico-familial à la Agatha Christie, super bien faite. On va en fait se faire raconter l'histoire par l'auteur lui-même, peut-être pas Benjamin Stevenson, mais l'auteur du roman, qui tout le long va briser le quatrième mur pour nous dire, vous savez, voici les codes pour les romans policiers, dans l'âge d'or du roman policier, voici ce que je vous propose, moi je vais être un narrateur fiable et tout ça, puis plus ça va aller, puis plus il va raconter l'histoire qui est arrivée à sa famille, dans sa famille où tout le monde a tué quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, ça va se passer dans un resort enneigé, évidemment, prémisse classique d'Agatha Christie, mais on n'est pas du tout dans la reproduction d'un Agatha Christie, c'est juste qu'on travaille vraiment avec les codes du roman policier de l'âge d'or du début du 20e siècle, et c'est savoureux. C'est noir, c'est roman, mais c'est savoureux. Les personnages, le ton, la narration, l'originalité de la structure du roman, excellent. Ensuite, en deuxième position, complètement ailleurs encore une fois, le super remuant Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko. C'est publié chez Les Escales. Et dans ce roman-là, c'est la rencontre de deux vies brisées. Une par le deuil, une par l'exil. Et de comment leur destin va en fait s'entrelacer. Pour le meilleur, pour le pire. Ça aborde vraiment le deuil. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui a en fait perdu tous les membres de sa famille, donc son conjoint, ses deux enfants, et qui va aller se mettre, s'isoler dans une maison dans les montagnes que sa famille a. Et elle va croiser le chemin de Soraya, je pense, qui, elle, est partie de la Syrie parce qu'elle voulait immigrer, parce qu'elle était trop up, en fait, parce que la condition en Syrie, et qui va essayer justement d'arriver en France par ces mêmes montagnes-là. Donc, comme je vous dis, deux destins brisés, deux générations différentes, deux bagages différents, traumatiques différents, une rencontre complètement imprévisible, complètement essentielle, et pas nécessairement une fin rose bonbon. C'est tout. Je vous donne envie de le lire. Hein? Et finalement, le top 1, pas le top 1, la position numéro 1 de ce fameux top-là, de toute littérature, c'est le fameux Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt, qui était traduit par De si remarquables créatures en français. Et encore une fois, ça va être quelque chose qui est encore un mélange de introspection, quête d'identité, vieillissement, solitude, famille trouvée, donc famille de cœur, seconde chance et la présence d'un poulpe majeur, un poulpe qui est capable de comprendre l'humain. Mais c'est pas besoin d'en dire plus, il faut absolument lire ça. En fait, les trois de mon top 3, j'ai mis une position, mais ces trois-là sont exactement à la même position sur le podium.
Alors voilà, je ne sais pas combien de temps va durer ce truc-là, mais ça va être très très long. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, cette grande épopée avec moi dans mon année de lecture 2024. Euh, Vous avez ça en ce 1er janvier 2025. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025? Des lectures, faire des rencontres entre les lignes qui vous surprennent peut-être, ou les bonnes rencontres au bon moment surtout, qui ne sont pas nécessairement des rencontres que... Ça peut être des rencontres qui vous sortent de votre zone de confort, mais que vous rencontrez au bon moment dans votre année. Et ça, je vous le souhaite. Je me le souhaite. Et puis, ben, de toute façon, nous autres, on continue à se jaser. On va se revoir de toute façon sous peu. Donc, le vlog dominical va encore être là. Mais voilà, merci d'être avec nous, de me suivre. Merci de continuer à échanger avec moi. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Euh, j'ai hâte de poursuivre les aventures livresques avec vous en 2025. Et allez, on se dit bonne année et c'est parti pour 2025!